Donc bonsoir Jean, merci pour ta venue ce soir et merci de venir nous présenter le projet AKT. Bonsoir, merci pour l'invitation, c'est très, très gentil. Je vais te laisser te présenter brièvement, expliquer peut-être un peu ton background et comment tu en es arrivé à créer AKT là, en 2017. Alors déjà, pour commencer, je ne suis pas tout seul dans le projet, hein. On imagine bien qu'un projet d'une telle envergure, ça demande quand même une implication au moins d'une équipe pour pouvoir développer un tel projet. Donc on est à la base d'une équipe de 5 fondateurs, dont Gaël Itier, Julien Limy, Stéphane Perrin et Zahed El Sultani qui est basé en Angleterre. L'idée, c'était plutôt de regrouper une équipe, on va dire, avec des bons fondamentaux, avec des compétences diversifiées, que ce soit en finance, en tech et en légal, pour pouvoir déjà, on va dire, avancer dans ce projet-là sans devoir faire intervenir des éléments extérieurs qui sont assez coûteux quand on fait appel à des expertises ou à des advisors. Donc déjà, un petit peu pour présenter la team. Et puis après, moi, de mon côté, je suis arrivé dans le projet en 2018, suite aux différents démarchages de Gaël Itier, qui est le CEO aujourd'hui de Automata Group, qui est un groupe anglais, mais qui a plusieurs succursales en Europe et qui a développé l'application AKT.io. Et moi, j'ai un background plutôt de finance de marché. J'ai commencé ma carrière en 2007 en étant en front office sur les marchés Forex en Angleterre, à Londres. Et puis, j'ai connu les déboires de la crise de 2008. Et ensuite, j'ai quand même réussi à traverser cette débâcle en revenant à Paris, en travaillant pour des cabinets, on va dire, un grand bureau d'analyse fondamentale et technique qui fournissait de la recherche pour tout ce qui était, on va dire, sales trader et trader, mais pour des clients de type institutionnel. Donc, j'ai travaillé avec BlackRock, avec Goldman Sachs, Lehman Brothers qui a disparu dans la débâcle, mais voilà, des hedge funds et des banques institutionnelles qui font de l'investissement, on va dire, au niveau corporate. Et puis après, j'ai pris des distances avec le marché, on va dire, le marché financier. J'ai développé des business à Berlin, et puis on s'est retrouvé avec Gaël en 2018, puisqu'on s'était rencontrés lors d'une émission qui avait eu lieu sur BFM Télé, lors des Talents du Trading, la saison 2. Gaël avait remporté l'édition, puis moi j'étais arrivé sur le podium aussi avec lui. Donc on avait gardé contact de cette expérience-là, et puis ça nous a amené à développer ensuite le projet autour d'une idée qui était de finalement démocratiser l'accès à des services financiers, et notamment à ce qu'on voulait développer à la base. C'était un robot de trading accessible au grand public pour pouvoir finalement permettre aux gens de pouvoir participer finalement à l'écosystème boursier sans avoir forcément à réunir l'ensemble des compétences qu'il faut avoir pour pouvoir gérer un portefeuille. Donc, c'était un petit peu l'axe, on va dire, la genèse du projet. Par-delà, notre ADN est très orienté finance de marché, algorithme de trading, intelligence artificielle, et profiter d'opportunités de marché et essayer de disrupter ce modèle très institutionnel pour le mettre entre les mains de monsieur et madame tout le monde. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ensuite, 2018, 2019, 2020, on a eu finalement la capacité de pouvoir s'adapter un petit peu à ce qui se passait dans l'environnement, notamment avec le succès de Revolut ou certaines néobanques qui avaient finalement réussi à disrupter l'approche, on va dire, néobanking du business, en finalement permettant aux gens de pouvoir gérer autrement leur compte courant, en amenant d'autres features, d'autres fonctionnalités, rendre un petit peu plus fluide finalement l'utilisation de son argent au quotidien à travers des applications mobiles, en obtenant peut-être des avantages que d'autres banques traditionnelles ne pouvaient pas faire. Et finalement, on s'est dit, c'est peut-être le bon axe de partir de là pour pouvoir avoir un pont, finalement, avoir une capacité de dépôt dans notre écosystème, et ensuite pouvoir proposer des produits de type trading algorithmique. Et puis finalement, on a eu la montée en puissance des blockchains, de la crypto-monnaie, une disruption un petit peu on
va dire de la régulation, et ça nous a amené à finalement arriver au projet tel qu'il est aujourd'hui. Donc, on va pouvoir un petit peu détailler tout ça, mais c'est un peu la genèse du projet. Voilà. Ouais, donc un background surtout financier de la part de la core team, si tu me permets de l'appeler comme ça, et qui vous a amené tous entre 2017 et 2018, lorsqu'il y a eu le, entre guillemets, ce que j'appelle premier gros bull run, vous intéressez vraiment à cette technologie blockchain et un petit peu essayer de voir qu'est-ce que vous pouviez apporter à l'écosystème à travers votre background financier et essayer de réinventer un petit peu les placements financiers tout en les adaptant au monde de la blockchain. C'est exactement ça. Quand on parle de bull run, on a souvent en tête le côté spéculatif de la crypto-monnaie qui a rendu un petit peu, on va dire, irrationnelle l'approche qu'on peut avoir par rapport aux crypto-monnaies. Mais ce qu'il ne faut pas oublier avant tout, c'est que ce qui permet aujourd'hui aux crypto-monnaies d'exister, c'est qu'il y a une technologie derrière qui est la blockchain, qui a été mise en avant avec le Bitcoin, puis l'Ether et les autres. Nous, ce qui nous intéresse plus dans cette approche-là, c'est le côté applicatif de la blockchain, qui permet finalement de pouvoir retranscrire ce qu'on peut retrouver dans la finance traditionnelle et finalement d'en faire dépasser leurs limites à travers une nouvelle technologie. Et donc, comme on avait un petit peu on avait clairement une bonne capacité de compréhension de ce qui se passait dans la finance traditionnelle, on a tout de suite vu la force de frappe que pouvait apporter la blockchain. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, finalement, c'est d'utiliser cette technologie, accompagnée aussi d'algorithmes, d'intelligence artificielle, pour pouvoir finalement aujourd'hui permettre des innovations sur le plan, on va dire, financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de déplafonner quelque part le rendement des livrets parce qu'on utilise la blockchain et la finance décentralisée. Et on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous l'expliquer, mais aujourd'hui, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer des solutions innovantes. Parfois mal comprises, ça va prendre du temps finalement d'avoir ce pivot entre finalement, c'est un peu un conditionnement sur des dizaines et dizaines d'années avec lesquelles on a été éduqué, sur lesquelles les banques sont un peu dans un système immuable, elles ne peuvent pas bouger. Mais aujourd'hui, c'est peut-être ce qui leur fait tort, au moins leur capacité d'adaptation. Et nous, on est là un peu pour faire bouger les lignes et puis proposer des solutions innovantes. Ouais, montrer qu'il y a des solutions autres que le livret A qui existent pour investir et qu'il y a quand même une sécurité derrière. Exactement. Ouais. Donc, pour la plupart des personnes qui sont là sur Telegram, je sais que beaucoup connaissent AKT.io pour son token, mais il faut rappeler avant tout, je pense, avant de bien rentrer dans le vif du sujet, que c'est avant tout un business. Donc, AKT, c'est aussi une néobanque qui propose des services de placement financier, qui propose divers systèmes de paiement, qui a également des agréments auprès de plusieurs autorités des marchés financiers dans plusieurs pays. Qui a obtenu l'agrément PSAN il n'y a pas non plus si longtemps en France. Donc, il faut aussi détacher le côté token que beaucoup ici connaissent du business. Et c'est aussi sur ce sur quoi on va débattre avec Jean ce soir. Donc, je te propose dans un premier temps qu'on parle déjà des livrets que vous proposez chez AKT. Ouais, bien sûr. Juste avant de continuer, parce que c'est vrai que c'est un petit peu sensible aujourd'hui, la partie régulation en fait, du business. Mais c'est vrai que tu as parlé d'agrément. Alors, j'aimerais bien avoir l'agrément PSAN qui n'est pas facile à avoir finalement, puisqu'il n'y a que la CC Générale dernièrement qui l'a eu en juillet. Mais aujourd'hui, on doit parler d'enregistrement PSAN parce qu'il y a enregistrement, excuse-moi, ouais. Non, mais c'est pas un problème, mais c'est vrai que autant aller dans le détail un petit peu des choses et puis de pouvoir exposer les produits, le produit en général sur les bonnes bases. Voilà. Bien sûr. Donc, ce que je te propose, c'est que pour commencer, déjà, on explique un petit peu ce que vous proposez comme produit d'épargne à travers déjà les deux livrets que vous proposez. Donc, je te propose qu'on commence par le livret Flex, qui est sans doute le plus traditionnel et qui peut se rapprocher le plus du livret que les gens connaissent aujourd'hui dans la banque traditionnelle, je pense. Ouais. Avec grand plaisir. Écoute,
Pour commencer, ce qu'il faut mettre un petit peu sur la table, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient, et on en parle dans les médias, c'est que le livret A ou les différents livrets qu'on peut obtenir auprès des banques classiques, c'est quelque part déjà, du moins en France, euh, le support d'épargne préféré des Français. Il y a quasiment, je crois, un peu plus de 500 milliards de dépôts sur ce type de produit. Donc, c'est quand même assez colossal. Maintenant, quand on regarde un petit peu les mécaniques de ces livrets, comment c'est géré, comment finalement on arrive aussi au taux obtenu sur ces livrets-là, c'est intéressant de rentrer un peu plus dans le détail pour comprendre pourquoi aujourd'hui AKT réalise finalement une prouesse en déplafonnant ce type de support en proposant un taux à 6,5% pour les gens qui adoptent finalement l'abonnement aussi ambassadeur dans notre application, puisque pour un utilisateur lambda, ça sera un petit peu moins, c'est 5%. Mais partons de la base, en fait. Le livret A, les livrets, en règle générale, sont des produits financiers proposés par des banques qui sont quelque part subordonnés par des entités étatiques, gouvernementales ou financières qui sont au-dessus d'elles. Donc, la première, c'est la Banque centrale qui définit un taux directeur. Aujourd'hui, on l'a appris dernièrement, le taux directeur de la BCE a été augmenté la semaine dernière. Donc, on est capé déjà par ce type de taux, puisque si la Banque centrale décide de mettre un taux à 4 ou 4,5%, c'est compliqué pour les banques d'aller au-delà de ce taux-là, puisque c'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, c'est impossible mécaniquement. Donc, on se rend compte que déjà, il y a une autorité centralisée qui, finalement, est donneur d'ordre sur, finalement, le potentiel d'un produit d'épargne pour monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois que la BCE décide du taux directeur, on a chaque pays européen qui décide ensuite par le ministère de l'économie ou par on va dire, par les décisions gouvernementales sur sa politique monétaire, qui décide ensuite de finalement donner des consignes aux banques sur la manière dont doivent être gérés les livrets. Aujourd'hui, Bruno Le Maire, le ministère de l'économie, quand il est intervenu sur la hausse du taux du livret A, il a expliqué qu'il serait en mesure de bloquer ce taux à 3% sur les 18 prochains mois, en faisant une petite remarque intéressante en disant que le livret sera bloqué à 3% sur 18 mois, même si les taux baissent, on va le maintenir à 3%. Donc, c'est très généreux, sauf que si on regarde dans le détail et qu'on respecte la méthode de calcul des taux, on devrait en fait être sur le livret A autour de 4,1% si on suit la règle de calcul imposée par la BCE ou par les différentes mécaniques de calcul de taux. Donc, on se rend compte déjà que l'État, quelque part, gratte un petit peu sur l'épargne des Français copieusement, puisque sur 500 milliards, économiser 1% ou 1,5, c'est quand même assez colossal. Donc, finalement, on a un problème, on va dire, un carcan étatique et centralisé qui finalement plafonne les livrets. Et ensuite, on pourrait demander ou attendre finalement des grandes institutions bancaires finalement de se pencher un peu plus sur le sujet et d'essayer d'être un petit peu plus innovant pour les clients. Mais on remarque finalement que on rentre dans des systèmes très archaïques, très vieillissants, et que les banques aujourd'hui ne sont pas en mesure ou n'ont pas fait le passage finalement significatif de se tourner vers les nouvelles technologies comme la blockchain. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont en incapacité de pouvoir innover ou de s'aligner sur ces nouvelles technologies-là, parce que ça demanderait trop finalement d'investissement dans une technologie qu'ils ne maîtrisent pas, et finalement dans un schéma réglementaire aussi qu'ils ne maîtrisent pas ou sur lequel ils ne veulent pas aller. Ils préfèrent peut-être se dire on va attendre qu'il y ait des acteurs qui disruptent un petit peu le modèle, et peut-être qu'un jour on viendra acheter un de ces acteurs pour pouvoir finalement rentrer dans le sillage et absorber la technologie pour la proposer à leurs clients. Donc finalement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on n'utilise pas du tout des supports centralisés, on utilise uniquement la forme décentralisée de la finance en utilisant la blockchain. Ça, c'est une première chose. Donc la blockchain, elle nous permet quoi? Elle nous permet tout simplement de pouvoir mettre les dépôts de nos clients dans des protocoles décentralisés qui, eux, finalement, connectent soit du borrow and lending, comme on connaît, c'est-à-dire que quelqu'un vient finalement avoir une demande de nécessité de ligne de crédit pour pouvoir finalement
participer finalement à d'autres investissements dans la blockchain, dans lequel il vient mettre un collatéral en crypto-monnaie ou en digital asset. Ça, tout le monde le connaît, hein, il y a plein de protocoles qui fonctionnent comme ça. Mais nous, là, on a été un petit peu plus innovant, c'est de travailler avec un acteur qui s'appelle Mimo Capital, dans lequel, en fait, on a développé en collaboration un protocole dédié. C'est un petit peu une dérivée du protocole Kuma, dans lequel, finalement, on vient tokeniser des bons du trésor européens. Donc, on fait un peu un panier entre la France, l'Italie, l'Espagne. On vient aussi mettre un petit peu de dette US. Et en fait, ces bons du trésor, eux, ils sont intéressants parce qu'ils ont des rendements compris entre 4,6, 5,1. On peut même aller taper les 5,80% sur la partie US. Et ça nous permet déjà d'être déjà mieux que ce que pourrait donner un livret A si on va dire les gouvernances respectaient les méthodes de calcul. Déjà, on fait mieux qu'eux en adoptant la technologie blockchain. Et donc ça, c'est une partie du taux qui est obtenu par nos dépositaires, nos clients. Et à l'intérieur de ça aussi, on vient ajouter une part de mining qui bénéficie finalement aujourd'hui de forts rendements. Et donc, quand on additionne un petit peu de mining avec ce mix de dettes obligataires d'État et d'entreprises, eh ben, ça nous permet d'obtenir un taux significatif jusqu'à 6,5%. Et ensuite, on a une partie de cash qu'on garde qui permet de rendre le livret liquide entre les personnes qui souhaitent rentrer et sortir, un petit peu comme une liste d'attente, puisqu'on remarque que lorsqu'on a un produit d'épargne qui fonctionne bien, en général, les gens restent. Ils ne font pas entrer, sortir tous les jours l'ensemble de leur capital pour le re-rentrer. Même si, il faut quand même dire quelque chose d'important, c'est que chez Act, il n'y a pas de friction de frais entre les entrées et sorties, entre le compte courant et le livret. Donc finalement, on a un livret flexible, sans frais d'entrée et sortie, avec un taux assez important qui provient finalement de l'utilisation adaptée de la blockchain et aussi de nouvelles technologies de type cloud mining qu'on intègre aussi dans le rendement du livret. Voilà. Ok, très bien. Donc là, par exemple, là, les 6,5% que vous proposez pour les statuts ambassadeurs, il y a une partie de marché plus traditionnel, une partie de cloud mining, et du coup, c'est diversifié sur plusieurs. C'est exactement ça. Donc, en fait, finalement, on comprend quoi? On comprend qu'il y a 3 compartiments. Un compartiment cash. Donc, le cash, ce n'est pas risqué puisque finalement, c'est de l'euro qui est là et qui ne tourne pas, qui est libre de circulation pour rendre le produit liquide. Ensuite, on utilise la blockchain Ether via le protocole Kuma de Mimo Capital pour pouvoir tokeniser des real assets basés sur la dette obligataire d'État et d'entreprise. Et ensuite, on applique une couche de cloud mining pour un peu pumper le taux aussi et pouvoir l'amener à un taux linéaire autour de 6,5%. Voilà. Okay. Donc, les garanties sont relativement fortes puisque le cash euro ne bouge pas. La dette obligataire d'État, de toute façon, c'est exactement les mêmes mécaniques qui sont utilisées par le livret A. Lorsqu'on dépose son livret A, la banque les met ensuite à disposition sur le marché obligataire. Et en fait, nous, ce qu'on vient, c'est qu'on vient ajouter un effet boost avec le mining. Et on en reparlera tout à l'heure, mais nos déploiements de mining sont garantis par les fonds propres de AKT. Donc, globalement, au niveau de la garantie de ce livret-là, on est vraiment béton. Voilà. Ok. Je ne sais pas si c'est une donnée que tu peux divulguer, mais combien de fonds sont actuellement sur ces livrets-là? Alors, sur la partie du livret FX, aujourd'hui, on est autour des 10 millions d'euros de déposés. Okay. Sachant qu'on en reparlera après, mais notre projet n'a pas eu pour l'instant l'ambition de pouvoir démarrer une campagne marketing significative puisqu'on était en construction et qu'on ne voulait pas lancer finalement une armée de communication pour pouvoir lancer un produit qui n'était pas finalement assez compétitif. Aujourd'hui, il l'est. Donc là, maintenant, on va partir plutôt sur l'acquisition client plutôt que se concentrer purement sur le développement des produits. Ok, très bien. Et du coup, là, tu nous parlais d'une partie de cloud mining là, que vous baquez à ce livret Flex. Vous avez aussi un autre produit qui s'appelle le cloud mining, donc un livret qui est vraiment dédié à cette technologie. C'est exactement la même chose. Ouais. Sauf que là, le livret mining, lui, il n'incorpore pas de dette obligataire et il n'incorpore pas de partie cash. Donc, du coup, finalement, on va obtenir le maximum de rendement sur ce livret-là, puisque aujourd'hui, on est en mesure de proposer un livret mining entre à peu près 12% et 25%.
Mais depuis son lancement, on est resté à peu près linéaire autour des 17% de rendement pour nos ambassadeurs. Je crois que c'est 12% ou 12,5% pour les personnes qui ne sont pas ambassadeurs. Et là, par contre, le produit n'est pas liquide, puisque en effet, il n'y a pas de partie cash dans l'allocation de ce livret-là, notamment pour pouvoir finalement se concentrer plus sur le rendement, plus que sur sa partie liquide. Voilà. C'est un choix. Le livret est bloqué 2 ans. Le dépôt du livret est bloqué 2 ans. Mais en contrepartie, on obtient un taux de rendement élevé. Mais par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que les intérêts, que ce soit sur le livret Flex comme sur le livret de mining, sont payés chaque jour, tous les 24 heures. Et sur le livret mining, les intérêts ne se composent pas dans le capital de l'investissement. Donc, on peut y avoir accès chaque jour. On peut les dépenser, on peut les placer sur son livret Flex, on peut les remettre dans le mining, on peut en faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, on bénéficie quand même d'intérêts significatifs qu'on peut utiliser. Et ça, c'est vraiment l'ADN, finalement, ou la philosophie du projet, c'est finalement vivre de ses intérêts au jour le jour. Ok, et justement, tu évoques le cloud mining. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment c'est backé derrière? Je sais qu'en 2016-2017, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on a de nombreuses plateformes qui ont lancé des cloud mining avec des conditions un peu opaques. C'était pas forcément backé sur des machines derrière. On a vu beaucoup de Ponzi et tout ça voir le jour autour du cloud mining. Chez AKT, comment est-ce que vous proposez ce cloud mining? Comment c'est backé derrière? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sujet? Bien sûr, volontiers. Écoute, de toute façon, la partie, on va dire, scam, Ponzi ou ces choses-là, de toute façon, ça a été assez simple. Hein. Tu fais un website, tu dis à quelqu'un de brancher son wallet, tu lui dis qu'il y a tant de pourcents, et puis finalement, le mec, il envoie les ronds, et puis il n'y a rien derrière. Et puis les mecs, tu les retrouves avec des photos Instagram sur la plage en Thaïlande, quoi. Donc ça, on la connaît, la mécanique, il n'y a rien derrière. Donc, nous, c'est forcément différent, puisque aujourd'hui, il faut quand même rappeler un petit peu la structuration de la société. Automata est un groupe anglais qui a plusieurs succursales en Europe, donc c'est quand même une société pan-européenne basée en Irlande, en Allemagne, en France, en Italie et prochainement à Dubaï. On est régulé sous la houlette de la licence EMI pour ce qui est des dépôts, on va dire, néobancaires à travers nos entités irlandaises et anglaises. Et puis pour la partie gestion cryptoactifs, on a différents enregistrements en Irlande, en Italie, puis dernièrement en France. La partie française étant la plus compliquée parce que c'est tendu au niveau de ce que l'AMF peut demander en termes de dossier, sachant que nous, on relie 2 choses, à la fois la gestion du cryptoactif et en même temps la gestion, on va dire, bancaire. Donc, il n'y a pas que l'AMF qui nous a, on va dire, scanné. On a aussi la CPR de France, qui est la partie plutôt bancaire. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça nous a pris 1 an et demi avant d'être enregistré au niveau de l'AMF. Donc, l'ensemble du dispositif ou l'ensemble des produits qui sont diffusés par AKT aujourd'hui ont été relativement bien vérifiés, on va dire, d'un point de vue réglementaire. Donc, il n'y a pas la place dans ce type de démarche de pouvoir finalement se présenter avec un site internet fantôme ou sans réelle sécurité. Ça, c'est un premier point sur la partie réglementaire. Et après, il faut quand même parler de la technologie. En effet, nous, ce qu'on fait aujourd'hui dans le cloud mining, c'est que c'est AKT sur ses dépôts propres qui a investi un certain nombre de capital. Donc, on a déployé nos fonds propres pour acheter des machines. Donc, les machines, elles viennent de chez Bitmain. Il y a, pour les gens qui s'intéressent au mining, 2 grosses catégories de machines qui sont performantes aujourd'hui. Il y en a des nouvelles qui sont livrées depuis dernièrement, sur lesquelles on déploie aussi. Et ensuite, on a finalement, ces machines-là, elles doivent être installées dans des data centers. Et donc, nous, on a fait le choix de la diversification sur les data centers. On déploie au niveau, principalement au Moyen-Orient, au Kazakhstan et un petit peu en Islande. Pourquoi au Moyen-Orient? Parce que l'infrastructure est en train de vraiment connaître un boom là-bas. On voit pas mal d'articles passer, notamment dans la presse un petit peu crypto. Et on obtient aussi des coûts d'électricité relativement bien maîtrisés et assez bas, qui ne sont pas variables, puisque lorsqu'on négocie un déploiement, ce sont des coûts d'électricité sur 2 ans. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les prix des machines, elles sont négociées à l'achat et on a des très bons prix sur les machines. Et ensuite, les déploiements, les coûts d'électricité est déjà connu quasiment à l'avance sur les 2 ans. Donc, on est capable de calculer nos rendements
même s'il y a un facteur de variabilité en fonction du prix du Bitcoin ou de la tension sur le Bitcoin ou le halving, on est capable de faire quand même des taux de marge qui nous permettent de pouvoir un peu provisionner aussi du taux pour nos clients. Donc, on est capable d'avoir un produit assez linéaire en termes de rendement, même si le rendement n'est pas garanti, parce qu'on ne peut pas garantir contractuellement un rendement, sachant qu'on a trop de variables dans l'équation. Mais en projection et dans les Monte-Carlo, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser un petit peu des modèles, on va dire, de scénarios dans des modèles, comprendront qu'en fait, on est en mesure d'éliminer quand même les scénarios qui ne sont pas très probables pour garantir quand même un taux assez élevé. Et le capital, bah, de toute façon, c'est AKT, AKT qui sécurise finalement les fonds des clients sur ce type de produit. Donc, nous, actuellement, sur les terms and conditions de l'application, on précise bien que le capital est remboursé au bout de 2 ans et que ce capital-là est garanti sur les fonds propres de la société de AKT. Donc, contractuellement, vous êtes backé quand vous venez chez nous. Voilà. Ok. Et pour ceux que ça intéresse un petit peu plus sur la partie hardware, on est sur des Antminer dédiés sur Bitcoin ou vous avez diversifié sur d'autres types de mining. Donc, tu veux dire quoi sur les machines? Ouais, sur les machines Bitmain, je sais que les Antminer, tu en as pas mal qui sont optimisés sur du BTC, mais je sais qu'il y en a pas mal aussi sur Zcash, sur d'autres. Nous, on fait que du Bitcoin. Voilà. Ok, donc on est plutôt sur des miners S19 ou voire des H4, des choses comme ça. On est sur de l'Antminer S19J Pro, du Wattsminer MS50. Voilà. Ok. Et après, alors par contre, si ça vous intéresse, petit aparté un petit peu technique, on ne va pas pousser le truc, mais vous savez que, par exemple, on peut comparer des puissances de machines comme des processeurs informatiques ou ce qu'on veut, mais il y a toujours un mix énergétique et de rendement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir une bécane qui est la plus puissante du marché pour produire plus, parce que si vous produisez plus, vous allez avoir un coût d'électricité qui est plus cher. Donc, en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la machine, c'est plutôt l'association de ton coût d'électricité chez le data center associé à la puissance. Ouais, voilà. par rapport à la puissance de calcul. C'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu pour les pros, on va dire très tech hardware. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un mix entre quelle machine tu peux avoir à quel prix, combien ça va te coûter de les alimenter et combien ça te sort derrière en bout de chaîne. Donc, nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est un certain type de rendement qui va permettre de pouvoir finalement garantir le plus longtemps possible un taux élevé pour nos utilisateurs, dans lequel on est confortable pour pouvoir proposer ce type de produit, malgré qu'on puisse avoir un rendement divisé par 2 dans les prochains mois, puisque je rappelle que le halving aura lieu quand même en avril 2024. Donc, il y aura quand même beaucoup de machines de vieille technologie ou alors avec finalement une électricité trop chère qui seront déconnectées à ce moment-là, puisque finalement, elles devront s'adapter ou du moins le parc devra être renouvelé à un moment donné sur des machines qui ont commencé à miner il y a 4, 5, 3 ans. Ça ne fera plus le job pour le halving qui arrivera l'an prochain. Voilà. Savoir que Bitmain est leader sur le marché et que leurs machines sont très souvent repensées pour avoir une puissance de calcul qui est adaptée aussi à la consommation et qui cherche toujours les meilleurs rendements. Donc, tous les cycles de halving, on va avoir des nouvelles machines qui vont être toujours plus optimisées. C'est ça. Nous, juste pour te dire, là, les tout derniers déploiements qu'on a fait, on les a fait sur du oil cooling. C'est-à-dire que les machines sont carrément trempées dans des bains d'huile, dans des conteneurs pour les refroidir. Ouais, pour optimiser la consommation. Ça permet aussi de les maintenir plus longtemps en état de marche avec moins de maintenance. Donc voilà, il y a un investissement à la base, mais il y a un rendement plus important sur le long terme. Voilà. Ouais, ce qui vous permet aujourd'hui quand même de sortir un produit à 17% annuel qui est quand même… C'est ce qu'on fait depuis le début du démarrage du produit qui a eu lieu en mars. On l'a dit à notre communauté, nos clients le savent aussi, mais en gros, on a un range entre 12 et 25%. Tant qu'on reste entre 18 000 et 29 000, 32 000, on sera sur ce taux-là. Si on devait dégrader la note du Bitcoin, s'il devait passer sous 18 000, le taux se dégraderait un petit peu en attendant qu'il remonte.
Et s'il devait passer la zone des 32 000, 33 000, on pourrait commencer graduellement à augmenter ce taux pour aller chercher jusqu'à 25% qui est capé aussi contractuellement sur ce livret. Okay. Bah, c'est important de le rappeler aussi, mais bon, après, 25%, ça reste déjà énorme. Et bon, après, il ne faut pas non plus promettre des rendements qui sont inaccessibles et puis qui pourraient paraître. Non, nous, on a fait des modélisations et on sait que sur nos modèles, on est en mesure de rester assez linéaire. Ça pourra bouger, c'est possible. Mais globalement, nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt un rendement moyen sur la durée du contrat qu'on a promis, qui est de 2 ans. Donc, après, si on peut pousser ce produit sur du plus long terme, on le fera. Mais il faudra quand même regarder un petit peu l'état du marché, l'état de l'attention de la blockchain, quel prix vont se vendre les machines dans 2 ans. Si tout le monde part sur le mining, les machines seront très chères, l'électricité pourra devenir plus chère. Donc là, en fait, ce qu'on comprend, c'est que ce produit-là, pour l'instant, c'est difficile de promettre qu'il sera en fait durable dans le temps. C'est même plutôt l'inverse. Donc, c'est plutôt en fait maintenant qu'il faut se positionner sur le mining, puisque finalement, une fois qu'on est dans un programme de cloud mining sur ces conditions-là, on est au moins sûr que pendant 2 ans, on va pouvoir avoir un haut rendement. Dans 2 ans, peut-être que le rendement il tombera, tu vois, mais peut-être qu'il sera à 6, 5, peut-être qu'il sera à 45, personne ne sait en fait. Mais ça sera plutôt, je pense, ça va plutôt tendre vers les moins de 10%. Parce que, Oui, bien sûr, dès l'instant où on va passer le halving, de toute façon, ouais, ça sera. Puis après, on a quand même des limites physiques au niveau des machines. Non, mais c'est pas ça. Tu as un côté spéculatif sur les machines. Les providers comme Bitmain, si on a BlackRock qui, par exemple, décide tout d'un coup de vouloir déployer 1 milliard d'euros sur le mining, personne ne va pouvoir acheter des machines. Oui, Voilà. bien sûr. D'accord. Donc, en fait, c'est plutôt, on connaît la thématique ETF en cours, donc tout le monde souhaite, parce qu'on sait très bien que ça va apporter aussi un petit peu on va dire, ça va apporter un peu de matière pour le bull run. Tout le monde le veut sur le point de vue, on va dire, spéculatif. Mais il va y avoir des conséquences aussi en parallèle sur d'autres types de produits. Et un ETF, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un fonds d'investissement qui se positionne sur un groupement ils vont acheter du Bitcoin, mais ils ne vont pas acheter que du Bitcoin. Ils vont acheter des boîtes qui bossent dans l'applicatif de la blockchain Bitcoin. Ils vont acheter des machines, ils vont faire du mining. Et ça va créer une tension sur les providers. Et on ne sait pas comment ils vont suivre l'offre et la demande. Donc, aujourd'hui, il y a une opportunité. Elle restera, je ne pense pas, dans le temps comme ça, à ces niveaux-là de rendement. Okay. Et justement, tu parles de ces rendements qui ne dureront pas forcément dans le temps. Est-ce que vous avez pensé à l'après chez AKT? Là, vous avez votre livret Flex qui est de ce que tu viens de nous expliquer, pourra quand même durer dans le temps. Est-ce que vous avez d'autres idées de livret investissement que vous souhaiteriez mettre en place par la suite J'adore ta question parce que justement, ça m'amène à parler de ça. Je précise qu'on ne sait pas envoyer les questions pour les gens qui nous écoutent. Mais en fait, voilà, aujourd'hui, il y a un réel sujet autour de la tokenisation de ce qu'on appelle des real assets, donc de l'économie réelle. Tokeniser l'immobilier, tokeniser peut-être l'art, tokeniser, pourquoi pas, les mondes de luxe, les caves de vin. Bon, grosso modo, ce qui est le plus important, c'est tokeniser la partie immobilier, c'est-à-dire pouvoir finalement participer à travers l'achat de tokens à des programmes de type immobilier et d'avoir du rendement qui est associé à ça. Donc là, on rentre dans la sphère du security token. Donc là aussi, il va y avoir des niveaux de licence à avoir en particulier pour pouvoir les distribuer de manière directe. J'achète un token dans un échange ou dans une plateforme comme Act, il va falloir des licences d'asset management pour pouvoir les diffuser aux clients. Mais on peut aussi entrevoir aussi avec la blockchain la possibilité de rentrer des tokens security à l'intérieur de protocoles décentralisés pour pouvoir générer du yield. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Il y a des zones grises un petit peu dans la réglementation qui permettent de pouvoir construire ce type de mécanique. On le sait très bien, la régulation tend un petit peu à s'harmoniser. Nous, de toute façon, chez AKT, c'est ce qu'on souhaite parce qu'on cherche à avoir des régulations claires
pour pouvoir s'adapter sur des business pérennes sur le long terme. Donc, on est plutôt aligné avec ce que veut faire Mika en Europe ou même sur d'autres régions du monde. Mais il faut imaginer que demain, en fin de compte, on aura exactement la même chose que ce que proposent des OPCVM ou des fonds dans la bourse traditionnelle, sauf que ça sera finalement géré par la blockchain. C'est ça qui est intéressant dans le côté applicatif. Donc, on pourra mettre finalement dans le livret à la fois de la dette obligataire, corporate, on pourra mettre de l'immobilier, on mettra du mining. Si le mining, il permet de booster un petit peu les taux. Mais en tout cas, on va pouvoir construire finalement des fonds gérés par la blockchain et qui seront nettement plus agiles que ce que font aujourd'hui les fonds traditionnels, puisqu'il y a de la paperasse, il y a des gens, il y a des coûts d'entrée, il y a des frais de gestion, et tout ça, ça détruit un petit peu le rendement qui est en sortie de chaîne pour le client. Donc là, c'est vraiment top. On va vraiment avoir des coûts fixes de la gestion de ce type de produits qui vont baisser et qui vont finalement revenir dans les comptes des clients. Donc, non, on n'est vraiment pas inquiet. Et d'ailleurs, nous, chez Act, on se positionne déjà, parce qu'on a l'expertise, maintenant, on se positionne déjà sur la finance de demain à travers cette tokenisation d'assets réels. Et là, par contre, beaucoup de gens parlent des ETF, du bull run, du halving, mais pour les gens qui connaissent vraiment la finance traditionnelle, le turning point de la blockchain, il sera à ce niveau-là. Parce qu'en fait, on va pouvoir faire venir des trilliards de dollars dans les blockchains. Par contre, il faudra que les blockchains soient suffisamment, on va dire, sécurisées et abouties pour pouvoir finalement permettre une vraie décentralisation publique comme on l'entend. Aujourd'hui, il y a beaucoup de blockchains. On va sans doute connaître on va dire un mouvement de concentration des blockchains. On connaît Tezos, on connaît Ether, on connaît BTC, on connaît Hedera. Il y aura sans doute à un moment donné des blockchains qui vont disparaître. Et un petit peu comme le Web 2 en 2002-2003, pour ceux qui étaient là à cette époque-là, on avait Caramel, Wahoo, tous les trucs comme ça. Et finalement, les deux géants qui sont restés, on a eu Google. Et puis pour la partie hardware, on a Apple, on a Microsoft. Mais ça se concentre parce que finalement, c'est un peu one winner take all à la fin, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant un peu de suivre sur les prochains mois, prochaines années, pour voir un petit peu ce qui va se passer, quoi. Ouais, donc, mais surtout axé sur la tokenisation d'assets. Donc, comme tu le disais, un petit peu dans tous les domaines, tu parlais du vin, tu parlais de l'immobilier. Pourquoi pas créer, par exemple, un fonds d'épargne sur des assets qui ont été tokenisés pour diversifier aussi son risque, parce que c'est important en investissement. C'est exactement ce qui va se passer, en fait. Ouais, c'est tout à fait des produits qui sont envisageables par la suite. Là, par exemple, tu parlais de la… En fait, ce qui risque de se passer, clairement, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas forcément, mais tu risques d'avoir plutôt une direction qui va prendre celle-ci, c'est-à-dire tokeniser vraiment des assets réels qui sont gouvernés quand même par des régulations qui sont costauds et dans lequel, en fait, on va pouvoir optimiser le rendement en utilisant la technologie blockchain. Par contre, ce qu'on a connu les dernières années autour des utility tokens, surtout les utility tokens qui sont, on va dire, plutôt borderline dans leur définition entre security et utility, tu risques d'avoir une régulation globale qui va se corser et finalement, ces tokens-là, où il y a beaucoup de spéculation, ils risquent d'être plus trop dans le cadre de ce qui va se passer demain. Donc, ils n'auront pas une capacité d'adaptation parce que nativement parlant, ils n'ont pas prévu ça, c'est pas fait comme ça. Et finalement, les projets aussi, ils créent énormément de supply pour faire quoi? Pour alimenter des fondations, des fondeurs ou on va dire des grosses baleines. Mais finalement, ça risque finalement de disparaître puisque finalement, quand il va y avoir un risque réglementaire, les gens vont les vendre. Et en même temps, les vesting périodes sur des milliards et des milliards de supply, elles vont s'ouvrir. Et pour pouvoir absorber tout ça, pour pouvoir avoir un énorme bull run sur des cryptos qu'on a pu voir faire des énormes bull runs dans le passé, il faudra que finalement, il y ait une adoption monumentale pour absorber la supply, alors que finalement, il y a un risque régulatoire ou que les projets n'arrivent pas au bout parce qu'ils ne seront plus à jour avec les blockchains qui risquent de se concentrer. Donc, pour les personnes qui font, par exemple,
la spéculation sur leur portefeuille, c'est vrai que sur le moyen long terme, il va falloir être vigilant sur les sélections des jetons parce que, en effet, moi, je suis certain que le Bitcoin remontera autour de 60 000, 80 000, 100 000, l'Ether, il y aura aussi des mouvements et il y a des coins comme par exemple AVE, Compound, voilà, de la technologie, un petit peu de protocoles qui vont alimenter ce pivot technologique. Mais tu as d'autres choses comme le métaverse ou des projets, on va dire, annexes. Là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Par exemple, nous, chez Axio ou chez Act, nous, c'est l'utilité de nos tokens, il est plutôt relié à l'application type, c'est des miles, tu vois, c'est tout un programme qui arrive dans l'application d'une technologie de type néobancaire. Voilà, et donc là, c'est différent. Mais voilà, donc juste pour faire une aparté que voilà, c'est pas parce que le Bitcoin va aller à 100 000 que des Doge ou des trucs comme ça vont suivre le même truc, quoi, tu vois, j'y crois pas trop. Ouais, et puis il y en a de plus en plus qui disparaissent aussi. Ah oui. Enfin, pour être là depuis 2015, j'en ai vu arriver, j'en ai vu repartir également. Voilà, et des voilà. gros. Mais c'est intéressant d'avoir la vision, tu vois, de ce qui se passe, Ouais. parce que là, c'est vraiment du mastodonte, quoi. Quand on parle d'ETF, BTC et qu'il y a BlackRock qui est dans le game, ils viennent pas pour aller. Ils viennent pas pour jouer, quoi. Enfin, c'est qu'il y a des réels enjeux derrière. Voilà, exactement. Ouais. Si tu me permets de faire rapidement le parallèle, là, tu as évoqué aussi rapidement le jeton Actio. Ouais. Tu nous parlais aussi de son rôle dans l'écosystème. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement quel rôle il joue dans l'écosystème aujourd'hui? Peut-être nous parler aussi du programme ambassadeur et tout ça. Bah exactement. Bah, écoute, le jeton Axio qui est relié à la plateforme AKT, c'est un jeton qui a été défini depuis le départ comme étant un jeton qui participerait finalement à l'écosystème de notre application. C'est-à-dire que ce jeton-là, il a pour but in fine de pouvoir finalement, lorsqu'on en détient, lorsqu'on en stack, de pouvoir d'abord avoir des avantages sur l'utilisation de l'application ou sur les produits qu'on diffuse. Donc, ça va être des frais en moins, des taux supérieurs sur le livret. Lorsqu'on va pouvoir étoffer un petit peu la partie néobancaire sur les assurances, sur les lounges, ce genre de choses-là, le jeton permettra d'être échangé pour l'utilisation, par exemple, d'un service. Il y a aussi tout un pan de l'utilité du token qui est aujourd'hui pas livré. Il y a, on va dire peut-être une partie un peu gamification, on va dire viralité, adoption de l'application. Et finalement, on va arriver à un système que nous, on prévoit de renommer parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le programme s'appelle Ambassadeur, mais on va tendre vers un programme qu'on va appeler sans doute Prime, un petit peu comme Amazon Prime, parce qu'on a Netflix Prime, tu as le Prime, ça parle aux gens, si tu veux. L'idée, c'est plutôt de se dire, soit je vais utiliser le service de manière non Prime, parce que je vais aller chercher quelque chose chez Act qui me plaît, je ne vais pas tout utiliser. Moi, par exemple, tu vois, j'ai utilisé Revolut pendant pas mal de temps. Quand je me déplaçais à l'étranger, j'utilisais Revolut que pour l'utilisation du paiement à l'étranger, mais pour le reste, j'utilisais mes autres banques. Voilà, il y a des gens, ils vont faire des sélections, ils vont avoir 3-4 cartes, 3-4 comptes chez différents acteurs, ils vont venir chercher quelque chose chez nous qui ne se fera peut-être pas à l'occasion d'un passage ambassadeur. Mais par contre, globalement parlant, sur la masse de clients qu'on aura, on aura quand même plus de la moitié de nos clients qui seront des ambassadeurs ou des primes, parce qu'il y aura tout intérêt finalement à l'utilisation au quotidien d'utiliser cette mécanique. Il y a aussi des projets qui sont dans les cartons sur le jeton au niveau de l'utilisation du jeton pour obtenir du cashback. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent qu'on n'a pas eu encore le temps de sortir parce qu'il a fallu se concentrer principalement sur la fonctionnalité de l'application pour être compétitif et être en mesure d'être aujourd'hui être un produit abouti. Mais ça va arriver très vite, on est en train de travailler dessus et lorsqu'on va avoir l'adoption qu'on attend de masse, il y aura clairement un effet aussi, on va dire, spéculatif sur le jeton puisque à contrario d'autres projets, je rappelle que la tokenomics du jeton Act, elle est uniquement dotée de 100 millions de jetons. Pour te donner un ordre d'idée, je crois que chez par exemple, des applications qui sont un peu, on va dire, qu'on peut essayer de comparer,
dans les fonctionnalités qu'elles peuvent offrir chez Swissborg, Nexo ou Crypto.com. Les supplies sont monumentales, elles se comptent en milliards. Donc, on comprend bien qu'à partir du moment où nous, on commence à avoir un certain momentum sur l'acquisition client, le fait que les gens soient satisfaits du produit et veuillent finalement être fidélisés chez nous à travers un programme Prime, ben finalement, tout l'écosystème va tourner autour de ce jeton. Et là, on va avoir un effet spéculatif sur ce jeton qui est garanti. Mais après, ça va sans doute se stagner, tu vois, à un moment donné. Tu vois, on va arriver on va dire, à une vitesse de croisière entre le cashback que tu reçois, le stacking, les dépenses, etc. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Et puis après, on va dire l'étape ultime sur ce jeton-là, on verra comment on arrive à le faire, si on doit innover ou pas, se faire quelque chose d'autre. Mais l'idée, ce serait d'apporter une DAO sur ce jeton-là pour pouvoir l'imbriquer dans les mécaniques de protocole décentralisé qui nous permettent aujourd'hui de générer du yield dans les livrets. Voilà. Donc, il y a beaucoup de pistes. On sait vers où on veut aller. Après, il y a des contraintes techniques légales. Et l'idée, c'est d'harmoniser pour que ce soit bien fait. Mais en tout cas, pour les gens qui sont là ou qui ont pu participer à l'ICO de Act, pour les rassurer, clairement, il y aura une première étape, en effet, de spéculation un petit peu sur le jeton, ça c'est certain, parce que la tokenomics, elle est designée comme ça. Notamment en amont, là je parle en amont des grosses campagnes de marketing qui arrivent prochainement. Mais à terme, l'idée, c'est plutôt de l'intégrer vraiment dans l'écosystème entier de ce qu'on essaie de faire au niveau de la transition de la finance 2.0 vers la 3.0. Ouais, bien souvent, les gens en fait font pas le parallèle entre le jeton d'un écosystème et le business. Vous avez d'abord quand même passé le business, d'avoir tout mis en place au niveau de vos livrets d'épargne, les cartes de paiement, le compte, l'enregistrement de ça. Vous avez passé toutes ces étapes avant, et là, vous allez pouvoir avoir le temps de vous focus sur la partie token. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur un projet avant de comprendre qu'il y a un business derrière, qui viennent juste pour spéculer. On le voit bien trop souvent. Et en fait, on découvre aussi un projet à travers son token parfois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, en fait. On va pas se cacher, c'est la fête foraine, quoi. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui disent. Tu lances un token avec du marketing, tu lèves. Je veux dire, tu alimentes tu lances un token en DEX, ça ne te coûte rien. Tu fais un peu de marketing avec des Indiens, et puis après, bah, tu lances le truc, tout le monde se jette dessus, tu prends un petit peu les premiers rendements ou les premiers revenus que tu récupères des premières ventes. Tu vas chercher des agences de marketing qui sont bisbilles avec toi pour faire pumper le truc. Et puis après, bah, ceux qui n'ont pas vu que c'était une banane, bah, ils se font rect, quoi. C'est comme ça tout le temps. Donc après, si tu sais jouer, bah, tu prends le move avant de te faire dézinguer. Mais voilà, c'est quand même un peu jouer avec la roulette russe. Je reste persuadé que beaucoup découvrent un projet à travers son token aussi. Il y en a beaucoup, je suis sûr, qui rentrent sur la crypto-monnaie avant toute chose, mais ils ne savent absolument pas tout le business qu'il y a derrière. Donc, c'est ça qui reste un peu dommage. Je sais qu'il y en a beaucoup c'est l'appât du gain, c'est le rush hour, quoi. Mais c'est compréhensible. C'est pour ça que je dis que c'est une fête foraine. Ou c'est comme les mecs qui jouent, tu vois, aux cartes en bas de la Tour Eiffel, tu vois, avec le billet de 50 euros, tu crois que tu vas gagner, mais tu ne gagnes jamais. Voilà. Et le complice qui dit oui, machin, tu vas voir, tu vas gagner, bah, c'est les mêmes mecs qui font pumper le truc. C'est exactement la même chose, quoi. Donc, voilà. Donc après, il faut voir, c'est vrai que globalement, quand on a envie de s'investir dans la crypto avec un vrai portefeuille cohérent et diversifié, on le répète, hein, il faut avoir un petit peu de recherche, mais rien que l'analyse de la tokenomics ou la profondeur du projet, on peut déjà voir un petit peu le grand angle, on peut déjà pas mal filtrer en amont certaines choses. Et puis voilà. Mais en général, il faut quand même qu'il y ait une technologie derrière, il faut qu'il y ait quelque chose de propriétaire pour qu'on puisse entrevoir sur le long terme voilà, quelque chose de significatif au niveau de la spéculation. On l'a vu dans les années 2000, Google, je crois que l'action, elle coûtait $1, voire moins. Aujourd'hui, c'est plus de $2000. Bon, il y a eu des cuts après, mais ce que je veux dire, c'est que sur du long terme, une fois que les technologies sont adoptées,
il y a forcément un rendement intéressant. En tout cas, il faut essayer de se positionner plutôt sur des timings moyen-long terme en comprenant bien une technologie qui a une vision. Et à partir de là, plutôt ne pas regarder son écran toute la journée, avoir la volatilité et puis essayer de sortir ou rentrer sur des points un petit peu extrêmes, ça c'est sûr. Voilà, après, c'est du management, mais tout le monde n'a pas ces capacités-là de management. Et quand il y a quelque chose d'irrationnel qui se passe, notamment dans les bull runs ou dans les gros bear markets, souvent les gens les moins dotés psychologiquement ou de méthode, bah, soit rentrent trop haut dans la tendance, soit sortent trop bas en fait. Et après, bah, ça fait des déçus forcément. Voilà. Ouais, bah après, si on réfléchit avec cette démarche-là, que ce soit sur la crypto-monnaie, que ce soit sur les actions, on a toujours des gagnants et des perdants, hein. Pour qu'il y ait des gagnants, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui a acheté moins cher ou en face, quoi. Ça marchera toujours comme ça, et que ce soit sur les crypto-monnaies ou des placements plus traditionnels, on va dire. Exact, exact. C'est pour ça que la diversification est importante. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu veux en parler, mais en complément du livret Flex et du livret blockchain mining, on a aussi un portefeuille géré automatiquement qu'on appelle aujourd'hui le CryptoBot, qui sera sans doute renommé pour être un peu plus adapté au mass market. Mais on a aujourd'hui, on met à disposition de nos clients aussi un portefeuille diversifié qui est autogéré par des algorithmes et une partie d'intelligence artificielle qui nous permet de pouvoir aujourd'hui proposer un vrai outil de placement diversifié sur son portefeuille. Donc, il ne faut pas y voir quelque chose non plus comment dire, de magique ou quoi, mais je veux dire, c'est un portefeuille qui permet de pouvoir finalement faire du DCA sur du long terme et qui permet de réduire la volatilité en fonction du profil de risque des personnes. Donc ça, c'est intéressant pour quelqu'un qui n'aurait pas forcément les compétences et qui chercherait plutôt à rentrer dans un outil de gestion d'un portefeuille sans se prendre la tête. Donc forcément, quand tu es en bear market, le portefeuille, lui, il diminue, il essaie de diminuer sa volatilité, mais il n'empêche pas les pertes. Mais par contre, c'est sur les mouvements, on va dire, moyen-long terme, sur une année, 2 années, 3 années, il arrive quand même à faire quelque chose d'intéressant. Ouais. Et là, justement, tu parles d'intelligence artificielle. Bon, c'est un petit peu la tendance en ce moment. Tu disais que vous, en finance traditionnelle, vous en avez également utilisé. Vous êtes sur quel type de modèle? C'est plutôt sur des algorithmes de machine learning, sur des comportements de marché. Comment est-ce que ça fonctionne pour avoir un petit peu plus de détails là-dessus? Principalement, on a une approche algorithmique, arithmétique et algorithmique un peu plus poussée. Et après, la partie intelligence artificielle, elle s'imbrique plutôt dans de la méga data, c'est-à-dire qu'elle vient procéder à des retraitements, à du learning, si tu veux, sur ça. Ouais, Donc, du machine learning sur des modèles supervisés. Donc, voilà, exactement. okay. Exactement. Mais ça c'est quand même quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Donc là, il y a déjà une base un peu de recherche et développement chez AKT avec des algo-traders qui bossent là-dessus. Aujourd'hui, on va dire que le rendement principal, il est plutôt basé sur de l'algorithmique traditionnel qu'on connaît bien avec Gaël, puisque Gaël était quand même un algo-trader reconnu chez JLD Bank sur ça. Mais globalement, c'est un outil qui aujourd'hui est abouti parce qu'on l'a lancé en début d'année avec finalement pas l'ensemble des layers qu'il a aujourd'hui, puisqu'on a commencé d'abord avec juste une diversification classique sans gestion. Ensuite, on lui a ajouté la partie algorithmique sur les prises de décision, c'est-à-dire achat-vente des différentes cryptos qui les composent. Et le troisième volet d'amélioration qu'on lui a doté là en début d'été, ça a été d'apporter en fait la couche, on va dire, protection du capital, qui vient finalement avoir une gestion en fonction du profil de risque du client. Donc, quand le client ouvre un compte, on lui demande quelques questions et ça lui permet d'avoir le risque. Et en fait, il vient protéger le capital au travers d'une mécanique de corps satellite. Donc, en gros, il y a un bassin qui est en USDT, qui est plutôt le corps, qui est la protection, et les satellites qui sont les cryptos. Et lui, en fait, il vient déployer en fonction de la volatilité du marché ou des confirmations de marché, il vient allouer plus
dans les cryptos, ou alors il vient se retirer en USDT. Et les prochaines étapes d'évolution de ce robot, c'est de pouvoir aussi rémunérer les USDT de la même façon que le livret flex lorsque les USDT ne sont pas déployés. Donc, ça permet de faire de la reconstitution du capital ou de rajouter du rendement lorsque le marché est en baisse et où il n'est pas exposé à la volatilité baissière. Donc, c'est un produit qui va continuer à évoluer. Mais globalement, aujourd'hui, il est prêt déjà. Il a été pensé comme ça dès son origine. Et aujourd'hui, c'est un produit qui est abouti. Ouais, et puis ça va par rapport à ce qu'on a dit avant aussi dans la diversification d'investissement. On ne peut pas Ouais. mettre tout ça dans le même panier, que ce soit sur le mining, sur des marchés obligataires, etc. Donc, encore une fois, ça permet de diversifier à la fois son capital et son risque en fonction de son profil investisseur. Et ça, c'est vraiment bien. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui viennent nous écouter parce qu'ils sont également holders ou qui ont participé à votre levée de fonds l'année dernière. Donc, à noter quand même 27 millions d'euros. Encore félicitations, c'est quand même un très très beau montant. Je sais que vous avez beaucoup développé la partie business avec ce capital, du moins je le suppose, et ce qui est vraiment normal. Qu'en est-il de la stratégie marketing? Tu l'évoquais juste avant. Je sais que là, vous étiez vraiment focus sur le fait de développer des solutions fonctionnelles sur le business. Est-ce que vous prévoyez plutôt de faire du marketing sur cet aspect business avec la volonté de ramener des gens sur l'écosystème de votre jeton qui est imbriqué sur l'ensemble de l'écosystème? Ou est-ce que vous souhaitez avoir une démarche de marketing Web3, donc en passant par le token, pour après faire connaître votre business? Je sais, enfin, c'est deux approches vraiment différentes et j'aimerais un peu avoir ton avis sur la question. Bah écoute, en fait, c'est simple. Nous, en interne, cette stratégie-là, on l'appelle la stratégie Deep Impact. Donc, juste pour te donner un peu l'ordre d'idée, l'ordre de grandeur des choses. Comme on l'a dit, nous, on n'a jamais fait vraiment de marketing lors de la phase, on va dire, de progression ou de continuité de développement des fonctionnalités de l'application, parce qu'on savait qu'avant de dépenser en marketing, il fallait qu'on soit en mesure d'être à la hauteur, d'être solide sur des comparateurs de fonctionnalités, de néobanques, d'aspects en fait de gestion de son wallet ou des outils qu'on pouvait mettre à la disposition. On a fait un peu de marketing lorsqu'on a fait l'ICO, parce que forcément, il faut lever des fonds, mais on n'a jamais vraiment fait de marketing, si tu veux. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va arriver avec une capacité d'investissement sur cette stratégie de marketing qui est monumentale, puisque finalement, on va être en mesure de proposer une stratégie de lancement, finalement, de rentrée basée sur différents leviers. La plus importante et celle qui va avoir le plus d'impact, bah, c'est forcément la pub à la télévision. Donc on a déjà négocié certaines on va dire, campagnes sur les chaînes télé françaises et francophones, sur les pics d'audience et sur du recurring on va dire sur des chaînes, on va dire en type info, tout au long de la journée ou des choses comme ça. Donc après il y a un séquençage. L'idée, c'est que le séquençage permet de faire un peu comme un effet de rebond, de balle de ping-pong. Donc, on va commencer, on l'a déjà fait, ça a déjà commencé sur ce mois-ci avec des passages sur des plateaux télé type Bismart TV, Figaro TV. On est accompagné avec ça, avec certains influenceurs type plutôt crypto. Mais là, on va monter en puissance dès octobre avec du lifestyle, avec des millions d'utilisateurs, accompagné de sponsoring d'émissions plutôt sur la mi-octobre, qui vont s'échelonner vers la fin novembre. Et en fait, c'est cette composition en fait de facteurs qui va permettre de vraiment faire exploser la marque et faire sortir le projet de l'ombre. Ça sera accompagné aussi d'une grosse stratégie d'affiliation. Donc l'affiliation, on connaît, hein, c'est beaucoup de sites internet finalement qui relayent le projet avec des offres finalement de découverte lorsqu'on devient un utilisateur ou qu'on télécharge l'application. Donc voilà, ça c'est au point. Ça nous a pris quand même quasiment
6 mois à mettre ça en place. Je vais pas te cacher que ce qui nous a mis un petit peu des sueurs ou qui a pu retarder un petit peu cette stratégie, c'est que l'enregistrement de SAN a mis un petit peu de temps à arriver puisqu'on l'a obtenu en juillet, ce qui nous avait pas permis de finalement pouvoir consolider ou du moins réserver certaines stratégies marketing TV comme on voulait le faire en mai ou en juin. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que finalement, on a quand même réussi le challenge puisque ce qu'on voulait faire en juin, en espérant avoir ça dès juin, on a réussi finalement à booker ce qu'on voulait. Donc, on est très content. Et voilà, la stratégie de Deep Impact arrive très prochainement. Donc, ça va être une première pour nous parce que voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais globalement, quand on en parle un petit peu à des gens qui sont du milieu, ils ont des notions un petit peu de retour sur investissement et on sait qu'on arrivera quand même à quelque chose d'assez significatif. Dernièrement, on était avec The Big Wells d'ailleurs, avec Grégory Raymond et Raphaël, on leur a parlé un petit peu de ça et c'est vrai qu'ils étaient étonnés que un projet français finalement en cul de bear market quoi, soit encore en capacité de pouvoir finalement prétendre à avoir une présence sur les médias, on va dire type pub TV. Donc, on a vraiment fait les bons choix dans la gestion de la trésorerie sur les derniers mois pour pouvoir absorber ce bear market et on a pu justement continuer à investir et à provisionner ce budget marketing. Donc, on a hâte de voir ça. Et d'ailleurs, je sais que Brian est là, nous écoute aussi aujourd'hui. Il a pris quand même une part importante dans la réalisation de cette campagne. Donc voilà, on est impatient parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément pas dégoûté, mais on pense que le projet est un peu sous-évalué dans sa notoriété parce que ça venait d'une carence de dépenses en marketing. Et là, aujourd'hui, finalement, on a mis de côté et on a le budget et on va envoyer voilà, on va envoyer la machine, quoi. Après, c'est aussi un choix stratégique qui peut être intelligent. Là, on était en plein bear market. Vous avez build votre business aujourd'hui. Alors, ça, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que pourtant, comme tu le dis là, ça paraît très cohérent. Et pourtant, tu vois, on peut comprendre ça, parfois tu vois, quelque chose de complètement il y a la, irraisonné ou il y a la frustra- il y a la irrationnel quelque frustration part. Mais des investisseurs. voilà, c'est ça. Bah oui, parce que tout le monde est un peu frustré dans le bear market. Nous, on sait très bien que notre communauté, elle est aussi impatiente de voir finalement la courbe du token se retourner, mais globalement aussi être fier aussi d'avoir accompagné l'équipe pendant tous ces mois difficiles et de pouvoir commencer à finalement dire à leurs proches, vous voyez, je vous en avais parlé, les gens peut-être rigolaient ou je sais pas, mais quand on va commencer à avoir une notoriété sur ce type de médias-là, les gens diront, ah ouais, c'est vrai que tu avais raison, maintenant on entend parler, tu vois. Donc, Après, voilà. de toute façon, sans l'enregistrement de scène et tout ça, ce genre de produit, tu peux pas en parler à la télé ou Alors, dans certains d'un point de médias. vue régulation, de toute façon, on avait pieds et poings liés par la réglementation française, parce que là, on essaie quand même d'axer un petit peu plus sur la France, parce qu'on est quand même un projet français. On fait partie de la French Tech. On est allé au CES à Las Vegas, invité par la région PACA et la French Tech en janvier. Là, on a beaucoup d'advisors qui nous ont rejoints au board. Donc là, maintenant, on commence à aller, on le voit, on était avec The Big Wells la semaine dernière, mais maintenant, on commence à aussi je veux dire, entrevoir la possibilité de rencontrer aussi des politiques dans l'écosystème parce qu'on crée des emplois aussi, c'est important, faut le dire. Et on a vraiment l'ambition d'être un acteur prédominant sur la scène française et européenne. Donc voilà, on va dire que là, les grandes manœuvres sont en train de démarrer dès maintenant. Et on a hâte de voir de résultats. En tout cas, nous, on est prêts. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on a quand même on a mis en place un système de conformité et d'onboarding qui permet aujourd'hui de pouvoir accueillir énormément de clients. Donc, tu vois, le site, il ne va pas exploser, l'application, elle ne va pas exploser. Ce qu'on a consolidé, c'est on est en capacité aujourd'hui d'absorber un gros volume de clients. Donc, finalement, voilà, on va dire que le magasin, il a fini d'être ouvert et achalandé. Maintenant, on va ouvrir les portes et on attend que les gens rentrent, quoi. Donc, ça va être quelque chose d'assez impressionnant, je pense. Et voilà, on est prêt, quoi.
Comme tu dis, de toute façon, on a eu le bull run en 2021, on a eu un autre bull run avant 2017. Si on fait un petit retour sur 2017, parce que vous, c'est aussi à ce moment-là que vous avez commencé l'aventure. C'était en 2017 impossible de démarcher des politiques, de démarcher des médias en arrivant en disant voilà, moi je travaille dans le Web 3, je vais venir révolutionner la finance traditionnelle. Il y a ne serait-ce que 6 ans en arrière, c'était impossible. Déjà, dire moi je travaille dans le Web 3, il y a 6 ans, c'était impossible. Aujourd'hui, il faut aussi prendre en considération qu'il y a beaucoup d'entreprises qui voient le jour dans le Web 3. Vous, aujourd'hui, là, si je dis pas de bêtises, vous êtes présent dans 5 pays, vous embauchez 50 personnes environ, dis-moi si je me trompe. Alors, au C'est total, on est 68, pour être précis. en fait aujourd'hui. Voilà. Ok. Et on est quand même monté à 120 collaborateurs, je veux dire, juste après on va dire les premiers cracks Luna. Et là où on a été finalement relativement bien conseillé, c'est que pendant cette période-là où on avait quand même encore pas mal de trésors, et puis on se disait, bon, on est quand même pushy, c'est un peu notre ADN aussi. Il faut quand même répéter que l'application, elle a moins d'un an et demi, qu'on l'a livrée un mois avant le bear market, où on commençait le bear market, et qu'aujourd'hui, l'application elle est complètement dingue, et qu'on a réussi à faire ça avec quand même un plan qui n'a pas été non plus très facile à faire accepter aux équipes, parce que ça a impliqué quand même des départs, des inquiétudes. Et finalement, on a réussi à faire les bons choix, nous, dans notre projet, puisqu'on a réussi à maintenir finalement à la fois une trésorerie cohérente qui nous permet aujourd'hui de pouvoir déployer une stratégie marketing d'envergure, tout en conservant quand même nos talents, et de se positionner dans les starting blocks pour un nouveau cycle. Donc là, c'est vraiment quand même quelque chose de spectaculaire. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais c'est quand même quelque chose de spectaculaire et il faut le notifier. Et il faut aussi parler de quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas encore fait rentrer des fonds d'investissement, puisque eux aussi sont un petit peu dans un carcan. Voilà, ils sont un peu bloqués par la dynamique conjoncturelle. Donc, quand tout ça, ça va se débloquer, on a un boulevard quand même devant nous en Europe. Et puis, on a aussi une grosse appétence pour le développement à l'international. Et on va dire la première zone qu'on vise, c'est plutôt la partie MENA, donc avec le Moyen-Orient et notamment Dubaï, puisque aujourd'hui, on est déjà en prospection sur Dubaï. Pour ceux qui connaissent peut-être Crypto Valley, Crypto Oasis, un des fondateurs nous accompagne aujourd'hui dans la partie marketing. Donc, on va aussi se déployer en tant qu'acteur, on va dire, type néo-banking à Dubaï. C'est l'ambition pour le début d'année 2024. Donc, ça aussi, ça va générer énormément de revenus, d'appétence des fonds. Et voilà, donc là, la stratégie, elle est quand même bien ficelée et on sait où on va et on est confiant. Ok, donc pour continuer à développer ouais, à l'international, vous prévoyez peut-être de faire de nouvelles levées de fonds ou c'est quelque chose qui n'est pas Non, envisagé aujourd'hui? les levées de fonds sont indispensables, hein, on ne va pas se cacher. On va réussir à faire quelque chose avec on va dire, nos revenus organiques, mais vu l'ambition du projet, il va falloir lever des fonds. Il y a encore quelques petits KPI à ajuster. Il faut aussi que le contexte macro se retourne avec des fonds d'investissement qui soient en mesure de pouvoir injecter plus de fonds, hein. Je rappelle quand même que dans les mandats, il y a énormément de fonds qui sont déjà investis dans les néobanques, il y a énormément d'acteurs, donc si on n'avait que ça ne suffirait pas. Et sur la partie, on va dire, décentralisation Web3, il y a eu énormément aussi de fonds qui ont été justement au fond avec des mauvais choix sur voilà, FTX, Luna, j'en passe. Ouais, je Donc, pense que il bien. faut un petit peu que ça se stagne. Mais c'est des cycles, on les connaît, hein. Encore une fois, je répète, nous, on a commencé avec Gaël plutôt en 2007. On était au top du top. On a pris la gamelle, c'est remonté. Il y en aura d'autres. C'est des cycles. Là, il faut être patient. On est plutôt quand même, on est plutôt vers la fin, on va dire milieu-fin du bear market plutôt qu'au début. Donc voilà, l'année 2024 va nous donner un peu des éléments de réponse. Mais en tout cas, on aura besoin de lever de fonds. Et pour donner un petit peu un ordre d'idée, là, les prochaines échéances, ce serait d'aller chercher déjà entre
5 et 10 millions d'euros pour pouvoir être confortable pour l'expansion à Dubaï et rapidement aller faire le gap de combler les 50 millions d'euros avec voilà, un patchwork de différents fonds. Ça serait ce qu'on pourrait considérer comme une série A, on va dire, validée. Et puis ensuite, il y a comme tous les autres projets, Vivid Bank, Revolut et d'autres, après, ça se compte par centaines de millions d'euros. Oui, de toute façon, voilà. ils sont tous passés par des levées de fonds monumentales, par des systèmes d'affiliation. Là, tu cites Vivid, qui a utilisé l'affiliation à gogo lorsqu'ils sont arrivés. C'est des leviers à prendre en considération, tout ça. Est-ce que vous avez peut-être considéré aussi de travailler avec des exchanges centralisés? Aujourd'hui, je sais que vous êtes listé sur Bittrex, Bitmart. Bon, je sais que c'est des exchanges qui ne sont pas non plus forcément très reconnus. Bittrex, qui est quand même reconnu au sens où c'est un des plus anciens. Moi, je me souviens en 2015, c'était un des premiers exchanges que j'utilisais. Est-ce que vous prévoyez peut-être aujourd'hui de proposer des listings sur des tier 1, des exchanges qui ont un peu plus d'engouement pour vous donner aussi un petit peu de visibilité niveau token? Alors ouais, il y a une vraie stratégie sur la partie listing. Donc là, quand tu parles de travailler avec des exchanges, je reviendrai sur quelque chose, il y a une notion qui est importante, mais en tout cas pour ce qui est de la vie du token Axio, en effet, on travaille avec Bittrex historiquement. Pourquoi? Parce que Bittrex avait essayé d'incorporer les technologies d'Edera, partenaires avec lesquels on avait eu un grant et avec lesquels on s'était associé au tout début du projet pour essayer de justement déployer le jeton sur leur graphe. Et on adore Edera, on a une très bonne communication avec eux, on a des projets à faire avec eux, c'est en discussion, c'est un mastodonte Edera aujourd'hui dans l'écosystème, même si c'est peut-être mal connu. En tout cas, nous, on cherche encore à faire des choses avec eux et on a des belles discussions. Mais par contre, c'est vrai que Bittrex nous avait été présenté par Edera et c'est un acteur quand même américain à la base. Et aujourd'hui, il est en tout cas backé par beaucoup de compliance, c'est robuste. On sait très bien que dans l'argent qui circule chez Bittrex, tout est clean et c'est un partenaire historique, donc on sait très bien qu'on n'aura aucun risque de délisting chez Bittrex, donc c'est important quand même d'avoir une certaine robustesse, surtout quand on a dû faire face à un bear market tel qu'on a connu. Je rappelle quand même qu'on a été listé aussi chez MEXC et que MEXC étant chinois, ayant une politique un peu différente, basée que sur le volume et finalement sur le phénomène de lister des tokens qui font x1000 avec du volume et puis disparaissent. Ce qu'ils veulent, c'est prendre le volume et ils s'en foutent quelque part que les projets tiennent la route. On a été délisté à un moment donné de MEXC. C'est dommage, c'est comme ça. Je pense que, tu sais, moi, je crois vachement au karma aussi. Donc, je pense qu'il y aura une concentration chez les échanges à un certain moment donné. Et il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, on est chez Bitmart et très prochainement aussi, je dis très prochainement, c'est avant la fin du mois, vous allez pouvoir nous retrouver aussi chez CoinStore, qui a fait une très belle entrée en matière aussi pendant le token 2049 à Singapour. Là, ils ont été quand même été bien accueillis. Et on va continuer en fait à lister le token peut-être plus sur des échanges de même acabit, mais plutôt pour essayer de toucher, on va dire, des communautés, on va dire, MENA indiennes. On sait très bien qu'il y a énormément d'appétence dans cette zone-là. On cherche un partenaire, on a une piste, et on vous en dira plus très prochainement. Et après, forcément, l'idée, c'est plutôt d'être en adéquation avec la capacité de volume générée par les transactions token avec des listings on va dire, du groupe 1. Voilà, aujourd'hui, arriver sur Binance dans l'état actuel du marché et avec l'adoption que connaît l'application et le token, ça fait pas de sens. Peut-être qu'en décembre ou en janvier, on pourra considérer les choses autrement. On va voir. Je pense que concrètement parlant, il va falloir quand même attendre encore quelques mois pour pouvoir se dire, voilà, ça fait du sens d'aller se positionner sur tel ou tel exchange pour pouvoir donner plus de visibilité au token. Voilà, il y a encore pas mal de petites choses à, on va dire, à, comment analyser. Ouais, et puis après, on va se projeter, mais je pense pas que l'idée, ça soit d'être sur 150 exchanges. L'idée, c'est d'être plutôt sur des exchanges cohérents par rapport à ce qu'on touche dans les bonnes zones. Et en effet, peut-être d'avoir comment dire, un effet un peu deep impact sur un listing genre Binance pour vraiment, là,
essayer d'avoir vraiment une notoriété sur la partie token pure. Dans les stratégies d'entreprise telles que la nôtre, il y a aussi à prendre en considération éventuellement l'ouverture vers un rebranding. C'est des choses sur lesquelles on discute aussi. Donc, ça peut être l'occasion aussi de faire quelque chose à ce moment-là. Donc, voilà, il y a énormément de choses à faire, en tout cas. Oui, bien sûr, et avant tout, de garder aussi des partenariats robustes. Là, comme tu le sais, Bittrex, c'est un exchange qui n'a pas forcément beaucoup de volume. En attendant, ça fait des années qu'il est là. Il y a toujours eu les fonds backés. Il n'y a jamais eu de problème dessus. Donc, c'est aussi de trouver l'équilibre entre la garantie des fonds, le sérieux des exchanges et puis aussi la notoriété. Donc, une cohérence, c'est ça, c'est la cohérence. C'est vraiment ce qui paye sur le long terme, c'est la cohérence. C'est ce qu'on a promis à notre communauté depuis le départ, c'est de nous faire confiance sur le fait que notre projet, c'est un projet long terme qui a pour but de transformer la finance de demain. En étant un petit peu, voilà, on arrive quand même à la base avec une petite équipe, des moyens qui sont ce qu'ils sont, et pourtant on arrive à faire des grandes choses, et c'est le cap qu'on garde, et ce qui nous a permis aujourd'hui d'être là où on est, c'est notre cohérence. Si on avait à un moment donné paniqué en disant ouais, allez, vas-y, on va sur Binance, on fait ça, c'est des déploiements de trésorerie qui seraient monumentaux. Peut-être qu'aujourd'hui, on serait délisté de chez Binance avec un token qui serait. Voilà. Donc, oui, et c'était peut-être pas forcément non plus le bon moment. Aujourd'hui, votre business n'était pas encore 100% fonctionnel. Aujourd'hui, vous avez une solution qui est fonctionnelle. Ça serait plus dans ce sens-là. Aujourd'hui, en fin de bear market, peut-être d'aller démarcher ce type d'exchange plutôt que d'arriver en plein bear market, un produit qui n'est pas forcément fini et fonctionnel, au risque de se faire délister. Il vaut mieux faire les choses dans l'ordre. Il y a beaucoup de monde dans la crypto qui est when marketing, qui ne réfléchissent pas au business derrière. Mais en fin de compte, en fait, un projet qui va dépenser tous ses fonds pour faire plaisir à sa communauté niveau marketing, le jour où elle aura quelque chose de fonctionnel et où elle aura vraiment besoin de fonds pour engranger ses campagnes de marketing, elle ne les aura plus. Et c'est important aussi de comprendre cette stratégie. Exactement. Je suis content de te l'entendre dire parce que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on fait les choses. Non, mais c'est vraiment important, et ça, je tiens encore à… Ça n'a rien à voir, hein. On n'est pas là pour faire de la promotion, on n'est pas payé ou quoi que ce soit, hein. On est là pour avoir un débat intelligible. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment faire la part entre le business et une crypto-monnaie, enfin un token en l'occurrence sur l'écosystème. Et je pense que c'est important que les gens le comprennent. On n'est pas forcément là que pour la spéculation. Évidemment, quand on investit dans un projet, on souhaite avoir du rendement, on souhaite pouvoir se tirer en termes de rendement, je souligne le fait que quand même sur le jeton, on a quand même laissé à notre communauté le choix aussi de pouvoir stacker le token, parce qu'on savait que sur une période de bear market, on n'allait pas forcément pouvoir faire des miracles sur le prix du jeton dans une dynamique telle qu'elle était, mais on a quand même offert à notre communauté de pouvoir stacker le token avec un rendement de 15% par an pour, on va dire, une grande partie des gens qui nous ont suivis. Après, on a une segmentation qu'on appelle élite, qui correspond quand même à des gens qui ont un certain… ce qu'on appelle des high net worth individuels, des gens qui sont en capacité quand même de mettre des gros montants d'investissement. Et les personnes étant identifiées comme élites chez nous ont bénéficié de 20% de rendement. Donc, voilà, c'est quelque chose aussi qui participe à compenser un petit peu on va dire le contexte géopolitique, économique. Et voilà, ils ont été patients. Aujourd'hui, ceux qui ont patienté, qui ont stacké, ils ont généré des tokens en plus avec des gros rendements, et ils vont pouvoir en bénéficier maintenant dans la phase de lancement du projet. Donc, moi, je suis très confiant, et j'espère que pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, ou ceux qui ne sont pas encore dans le projet et qui voudraient venir chez nous et participer à ça, c'est le bon moment. Voilà, et je pense que ça sera vraiment win-win à la fin. Et je pense que tout le monde sera content. Voilà. De toute façon, on vous remettra les liens utiles pour que vous puissiez rejoindre les réseaux où vous alliez jeter un coup d'œil sur la solution AKT. C'est toujours important de faire vos propres recherches. C'est pas parce que là, on a un débat où Jean va vous proposer ces solutions comme des investissements rentables, etc., qu'il faut foncer tête baissée. C'est toujours important de faire ses propres recherches, de pas in sur un token sans comprendre le business qui est derrière quand il y a un business. Parce que bien souvent, il y a aussi des pseudo-business. Là, on a un réel business derrière, et c'est important de le souligner. J'aime bien le souligner parce qu'il y a beaucoup de projets
des collections NFT, des petits projets où la blockchain n'a vraiment strictement rien à faire derrière. Là, c'est important de le Moi, souligner. j'avais été quand même sur StepN et je t'avoue que j'avais fait quand même une belle, une belle plus-value sur une paire de baskets. J'avais trouvé ça marrant. Mais c'est le seul truc que j'ai fait, quoi. Ouais, bah, tu vas rire, avec Tom, on a pas mal joué également à Stephen. Tous les jours, moi, j'allais courir pendant une demi-heure, une heure dans la forêt pour avoir mes rewards. On était bien contents. Bon, ça fait partie aussi de la gamification. Voilà. C'est pour, c'est contre, mais bon, il faut bien savoir s'amuser un peu aussi. Voilà, c'est ça. Disons qu'il faut allouer un petit budget sur des choses un petit peu risquées. Mais il ne Oui, bien sûr. faut pas tout mettre sur des trucs qui sont gaspillés. Il faut toujours garder une loi de Pareto pour ce genre d'investissement. Ce que je te propose, Jean, si ça te va, on passe sur quelques questions de la communauté, histoire Avec de grand pouvoir. plaisir. Ok. Je vais prendre quelques petites questions que j'avais déjà reçues avant et puis on va aller dans le chat après. Donc, est-ce qu'un éventuel buyback de la team quand l'entreprise sera en bénéfice serait-il envisageable? Alors oui, ça c'est quelque chose qu'on envisage. Faut savoir que le buyback, c'est pas une stratégie qu'on veut faire juste pour dire bon bah voilà, maintenant qu'on fait du revenu, on achète le token pour faire monter je sais pas combien et pour faire plaisir à tout le monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne, puisqu'en plus plus le prix du token de manière unitaire monte, plus la masse qu'il faut dans le buyback pour soutenir une telle stratégie. Bon, on voit bien qu'il y a une limite quand même, mais par contre, ce qu'on trouve intéressant, c'est plutôt de gérer la masse monétaire de la réserve de Act pour pouvoir finalement financer une stratégie de cashback sur la carte. C'est-à-dire, je te donne un exemple, vous voulez obtenir du cashback finalement en paiement avec Axio. Il va falloir finalement avoir du jeton Act pour pouvoir le déporter et pour pouvoir obtenir un cashback. Et finalement, on se rend compte que si on veut continuer à distribuer du cashback, il faut avoir de la réserve. Et pour avoir de la réserve, il faut racheter du token sur le marché. Voilà, donc c'est un peu cette mécanique-là qui est plutôt entrevue. Et en effet, ça a quand même un impact. Voilà. C'est plutôt sur ça qu'on essaye de travailler, toujours dans l'aspect recherche et développement, voir ce qui est cohérent d'un point de vue utilisateur, entreprise, marketing et finalement collaboratif. Voilà. Oui, bien sûr, parce que faire un burn pour faire un burn, il n'y a pas d'intérêt. Il faut vraiment Non, il n'y penser. aura pas de burn, je pense pas. Je veux dire, dans l'état actuel des choses, c'est pas comme ça qu'on entrevoit le plan. Maintenant, comme on dit, hein, il y a 4-5 ans en arrière, la blockchain, personne ne savait ce que c'était. La tokenisation d'assets réels, personne n'en parlait. Donc, il y a des choses qui vont voir le jour et on s'adaptera aussi au marché. Voilà. Ok, très bien, merci pour ta réponse. J'avais une autre question qui me disait, quid du giveaway des 1 million de jetons mis en jeu pour les premiers 100 000 utilisateurs? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, bah oui, tout à fait, c'est toujours d'actualité. Je rappelle quand même que le giveaway, puisqu'on aime bien faire les choses bien chez Act, ça a quand même été mis en place avec l'intervention d'un huissier de justice. Donc ça, il faut quand même le savoir. Donc c'est pas un programme qui peut se mettre sous un tapis comme ça et disparaître. Il y a une condition pour pouvoir l'exécuter, c'est qu'il faut qu'on atteigne les 100 000 utilisateurs actifs. Donc, il faut aussi bien comprendre la définition de ce qu'est un utilisateur actif chez Act. C'est quand même quelqu'un qui est full KYC, qui a pris le temps de faire un dépôt, d'utiliser l'application, de commander une carte. Voilà, donc il y a des critères. Donc aujourd'hui, on n'a pas atteint ce résultat-là. J'aimerais bien qu'il soit déjà atteint, mais ce n'est pas le cas. Mais par contre, on espère bien, avec la stratégie marketing qu'on a planifiée, et puis dans les prochains mois, avec ce qu'on essaie de faire, d'atteindre ce résultat-là. Donc une fois qu'on l'aura atteint, en effet, il y aura un énorme giveaway d'1 million d'actions à se partager. Donc voilà, c'est encore la même chose pour les personnes qui n'ont peut-être pas encore participé au projet et qui sont peut-être sensibles à ce type de choses. C'est le bon moment de rejoindre le projet pour pouvoir peut-être prétendre à gagner ce gros giveaway qui sera éclaté, hein, bien sûr, sur les différents gagnants. Mais je veux dire, le top 3, c'est un peu comme gagner un gros tournoi de poker, quoi, parce que c'est quand même
je pense que personne n'a fait ça jusqu'ici. Donc, voilà. Donc, c'est toujours d'actualité. Voilà. Ok, bien sûr. Bah, merci pour ta réponse. On a pas mal de monde là dans le chat qui s'affole. Tu nous as parlé de médias télévisés. Est-ce que c'est des choses qui sont encore confidentielles? Est-ce que tu peux nous donner une petite info dessus ou ça reste pour le moment pas Alors, possible? c'est confidentiel parce que forcément, il y a de la confidentialité dans les contrats qu'on est en train de signer avec les différents Bien pays. sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je peux vous dire déjà certaines choses, c'est que la stratégie qu'on appelle PDV chez nous, c'est ce qu'on appelle la stratégie Deep Impact en interne. Elle va avoir lieu au moins sur 1 mois et demi glissant, sur du gros potentiel, du gros pic d'audience. Donc, on va essayer de sponsoriser en fait des émissions. Par exemple, cette émission vous avez présentée par là. Et donc, oui, là, ce qu'on cherche à faire, c'est de la grosse visibilité. Donc, il y aura un impact. Maintenant, on ne peut pas en dire plus aujourd'hui. Pour les personnes qui sont de la communauté ou qui vont rejoindre la communauté, très prochainement, dès qu'on aura tout ficelé, bien sûr, il y aura du petit teasing. Donc, voilà, ça arrive. Je sais que beaucoup sont impatients, mais il faut encore attendre un petit peu. Mais ça arrive bientôt. Voilà. Ok, très bien. Je vois aussi que dans le chat, on en avait parlé un petit peu en amont, Jean, de la flat tax. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez opaque pour pas mal de monde. Tu m'as expliqué un petit peu la stratégie que vous avez mis en place par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus, histoire de Alors, clarifier? avec grand plaisir, parce que je sais que c'est quelque chose qui a été repris de manière un petit peu exacerbée, peut-être par notre communauté, ou qui est mal compris par les gens qui s'intéressent un petit peu à ça. La flat tax, déjà pour commencer, c'est un terme utilisé par notre système propre français. C'est-à-dire que c'est la taxe qui est appliquée finalement sur la plus-value réalisée sur des assets boursiers ou de cryptoactifs, qui consiste à prélever 30% de la plus-value qui est générée sur finalement une position gagnante dans un portefeuille. Aujourd'hui, nous, chez Act, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a mis à disposition de nos clients une carte de paiement de débit avec notre partenaire Visa, qui permet de pouvoir dépenser finalement ces crypto-actifs. Voilà. Dans ce qui existe aujourd'hui, dans les différentes on va dire, opérations, ou du moins mécanique fiscale en Europe, il y a quelque chose d'un petit peu exclusif à la France, qui consiste à dire qu'on enregistre finalement la flat tax au moment où on convertit sa crypto-monnaie en euro fiat. Et si cette crypto-monnaie-là génère une plus-value, il va falloir déclarer finalement sa plus-value et finalement enregistrer la flat tax. Nous, en fin de compte, on n'a jamais défini ou on n'a jamais eu la volonté de créer une fonctionnalité dans ce but-là. C'est juste la conséquence ou la résultante de la mécanique ou la fonctionnalité de paiement qu'on a mis en place pour nos clients, associé à ce qui est défini en termes de prélèvement fiscal en France, qui génère en fait une opportunité de pouvoir finalement s'exonérer de cette flat tax. Donc, je m'explique en d'autres termes. Nous, ce qu'on a voulu faire, premièrement, c'est de pouvoir finalement laisser à nos clients le choix de pouvoir payer soit en euros, soit en crypto. Pour payer en euros, il faut forcément avoir une carte de débit qui est associée à un compte IBAN. Ça, c'est ce que la plupart des acteurs font dans les néobanques, mais dans la partie, on va dire, exchange, crypto-monnaie, c'est un petit peu différent, puisque en général, on a une carte de débit avec un IBAN, mais cet IBAN-là, il n'est pas dédié. C'est un sub-account, quelque part, un sous-compte d'un master account qui est relié à l'exchange. Ce qui signifie que avec cette carte de débit, en général, vous pouvez alimenter votre compte depuis un compte banque externe et vous pouvez ensuite retirer sur ce même compte, mais vous ne pouvez pas faire des transferts bancaires externes comme payer votre loyer, payer votre électricité.
Voilà, c'est pas fait pour. C'est parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure ni le niveau de licence nécessaire pour pouvoir faire ça. Nous, chez AKT, on est vraiment une solution hybride entre, quelque part, une solution de la gestion du compte courant et le paiement et finalement la détention de cryptoactifs ou d'autres assets. Donc, si on désire finalement pouvoir faire un paiement chez le marchand, eh ben, on utilise notre carte Visa pour pouvoir faire un compte depuis son compte dédié qui permet de faire des transferts externes ou de pouvoir payer avec sa carte ou de pouvoir retirer au distributeur. Et pour pouvoir payer ou retirer au distributeur, il faut déjà que le compte euro IBAN, qui est votre compte IBAN, soit alimenté. Si jamais le compte IBAN n'est pas alimenté, et c'est de là, c'est de postulat-là qu'on est parti. On s'est dit quelqu'un qui n'aurait pas d'euros et qui aurait des cryptos, il va pas s'amuser à aller faire un exchange pour échanger son bitcoin en euros pour ensuite payer. On se dit, l'utilisateur, ce qu'il veut, c'est tout simplement payer et pas se prendre la tête. Donc, en fait, on a créé un système de credit line pour pouvoir préalimenter le compte euro pour être sûr qu'au moment où la carte de débit passe dans le lecteur de carte bleue, le système puisse dire oui, il y a de l'argent sur le compte euro, donc je veux bien valider le paiement. Et donc, c'est ce système de credit line, finalement, associé à la mécanique de prélèvement de la flat tax en France, qui crée finalement une opportunité d'exonération de taxes pour les Français, puisque la credit line, elle est créditée en stablecoin euro. Elle est échangée 1 pour 1 d'euros stable en euros sans friction de frais. Donc, pour l'utilisateur, lui, il ne s'en rend pas compte, mais finalement, eh ben, on échange des euros contre un euro stable où il n'y a pas de plus-value. Et ensuite, la ligne de crédit, elle est remboursée instantanément avec la crypto que la personne a choisie. Et donc, finalement, il n'y a pas de conversion d'une crypto qui aurait fait de la plus-value vers du fiat, puisque la crypto qui a fait de la plus-value, elle est remboursée en euro stablecoin pour clôturer la ligne de crédit. Voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais grosso modo, là, en effet, pour les citoyens français, il y a une petite astuce aujourd'hui. Donc, c'est intéressant, mais pour quelqu'un qui vient utiliser notre service au Portugal, en Allemagne, en Italie, en Slovénie, et ben, finalement, ça n'a pas la même importance, puisque finalement, l'harmonisation n'a pas eu encore lieu, puisqu'elle interviendra avec le texte MiCA en 2025. Donc voilà, donc c'est une petite astuce, c'est un petit truc. Mais ce n'est pas ce qui va considérablement changer les choses sur l'ambition de déploiement de notre produit sur le plan européen ou sur Dubaï. Voilà. Ok, très bien. Bah, je pense assez clair. Ça reste quand même une notion complexe hein, pour les gens qui ne sont pas initiés. Je vous invite à vous renseigner sur les credit lines. Si vous avez des questions. Oui, ou tout simplement se retourner vers notre service support. Oui, il y a un service support ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi. Réponse en moins de 2 heures en général par mail. Ou vous avez directement une ligne téléphonique si je ne dis pas de bêtises. Et ça aussi, c'est vrai qu'il faut le rappeler, mais vous n'avez pas ça chez Revolut, vous n'avez pas ça chez Monzo, vous n'avez pas ça chez N26 et vous n'avez pas ça chez Binance. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on veut mettre en avant. Nous, quand vous venez chez nous, vous avez vraiment un interlocuteur réel qui peut vous donner une réponse rapide en français, en italien ou en anglais. Et ça, c'est quand même une grande première aussi chez les acteurs un peu hybrides, comme on essaie de se positionner. Ouais. Et à savoir que je rappelle, on a pas mal de communautés. Bon, je ne sais pas si les personnes concernées sont présentes. Ça reste quand même des systèmes qui sont assez complexes à comprendre. Ne pas aller déformer les propos que ne vous comprenez pas forcément, à aller raconter partout. Oui, AKT, ça permet de contourner la flat tax. Ça ne permet pas de contourner la flat tax. C'est pas le but, ni même la volonté du projet. C'est une exploitation avec les lois qui n'est valable qu'en France, avec le système financier français, les régulations françaises. Ne confondez pas certaines choses. Ce n'est pas du détournement de flat tax,
C'est simplement une optimisation. Et ça n'est possible qu'en France. Donc, je tiens quand même à le souligner parce que il y a beaucoup de gens Uniquement aussi sur le paiement en utilisant la carte oui, Visa, oui, et puis jusqu'à votre carte, jusqu'à temps qu'on ait une harmonisation sur le plan MiCA, puisque nous, quand on développe nos bien sûr. produits aussi, on se positionne déjà sur plutôt du moyen terme. Et donc, nous, on est déjà en train de se positionner sur le Sur le sur le MiCA, paiement on MiCA. arrive en Voilà, donc 2020. voilà, finalement c'est un petit détail, mais voilà, pour certaines personnes c'est important, je comprends. Mais en tout cas, voilà, nous ce qu'on cherche à faire, c'est le produit de demain à travers finalement résoudre un problème technique. C'est-à-dire voilà, s'il y a pas d'argent sur son compte euro, bah, finalement quand on veut payer, ça dit erreur paiement. Nous, c'est pas ça qu'on veut faire et c'est la solution qu'on a trouvée pour adapter finalement le paiement crypto à un vrai IBAN bancaire qui permet de pouvoir faire finalement utiliser son argent au quotidien, de pouvoir faire ses transferts, de pouvoir faire tout ce qu'on veut comme une vraie banque. Donc, c'est ça l'idée. Ok, ok. Bah, écoute, merci pour cet éclaircissement. Je te propose de prendre une dernière question et puis Allez, après, c'est parti. j'inviterai les gens à venir vous contacter directement parce que bon, sinon on va y passer la nuit. Ouais. On a parlé de cette campagne de médias. Pour des raisons de confidentialité, tu peux pas parler forcément de la télé. Tu avais parlé de ce que j'ai pu voir sur la communauté d'influenceurs, de pubs tels que les bus, métro, YouTube, Netflix, de la presse. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu avec quel type d'influenceur tu souhaiterais travailler? J'ai cru entendre parler de Gims aussi. Je sais que beaucoup ont posé la question, que ça a été rabâché 50 fois. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça? Bah alors, c'est vrai on a deux personnes qui nous ont entourés depuis le début du projet, qui sont Gims et Elise Moon. Donc on a déjà pas mal de choses dans les cartons avec ces deux personnes-là qui ont un but et un déploiement précis. Donc bien sûr, bah, forcément, vous pouvez comprendre qu'il y aura forcément, ils auront forcément une implication à un moment donné dans cette campagne-là. Donc on garde encore un peu de surprise. Mais voilà, ça va tourner autour de ça. Après, pour la partie influx, on va faire aussi la semaine prochaine, allez, je le tease un petit peu, mais on aura un AMA officiel sur nos canaux dans lequel on va commencer un petit peu à étayer certaines stratégies et on va pouvoir un petit peu divulguer quels seront les influenceurs clés type lifestyle avec des communautés voilà, qui sont quand même assez importantes parce que là, sur certains posts, on parle quand même plutôt de millions de vues plus que de dizaines de milliers. Donc, je sais aussi que Brian est au centre de cette stratégie-là. Donc, il sera avec moi la semaine prochaine pour pouvoir un peu discuter de ça avec sans doute une personne aussi un peu surprise qui viendra pour parler un petit peu de cette stratégie qui a été au cœur aussi de l'élaboration de la stratégie. Donc, je vous propose plutôt de se donner rendez-vous très prochainement, la semaine prochaine pour notre communauté. Et puis, pour vous, Tom Crypto, on serait ravis de faire un update peut-être en cours de campagne, si ça vous dit. Ouais, bah, bien sûr, de toute façon, tous les projets qui viennent là, on garde un suivi assez régulier. Et ce qu'on propose, c'est que quand il y a une update majeure ou quand il y a des campagnes comme ça, c'est de refaire une interview pour donner un petit peu d'update, montrer un petit peu les évolutions du projet. Surtout sur un projet où c'est business first, ça, on sera ravis de pouvoir vous recevoir de nouveau. Avec grand Et, plaisir. et je tiens encore une fois à le souligner, AKT est avant tout un business, ce n'est pas simplement un token. Beaucoup font la confusion entre les deux. Il y a franchement un trait à souligner autour du business. Je rabâche, mais je sais très bien pourquoi je dis ça. Donc, regardez vraiment ce que AKT propose. Je vous invite à rejoindre leur réseau avec une team hyper active, hein. Brian qui m'a aidé aussi à organiser cet email que je remercie. Je ne sais pas si tu es encore avec nous, Brian. Merci aussi à Jean pour sa disponibilité pour toute l'organisation et puis ce débat, hein. Donc, comme Et puis alors, une petite surprise peut-être, c'est que voilà, avec Brian, on avait réfléchi un petit peu. Alors, on ouais. te laissera sélectionner
peut-être suite à l'écoute de cet enregistrement dans ta communauté, mais en tout cas, on voudrait offrir à 3 personnes. Voilà, alors, ce qu'on avait imaginé, c'est que ces 3 personnes-là que tu auras sélectionnées ouvrent un compte chez nous et que tu nous donnes les noms des personnes et qu'on les repère bien. Et les 3 personnes qui viendront de ta communauté, on leur offre une carte Act gratuite. Et il y aura aussi à se partager un montant de 2000 Axio. Donc, Brian revient vers toi sur ça. Et puis, et puis comme ça, tu vas pouvoir un petit peu voilà, faire partager l'aventure Act avec ta communauté. Oui, bien sûr. Bah, là, on a pris en screen toutes les personnes présentes. On ira regarder qu'elles aient bien rempli les conditions pour jouer le jeu aussi également sur Twitter. En tout cas, merci à vous d'être venus ce soir. Super intéressant. Débat très, très intéressant. On aime toujours un petit peu creuser dans le détail ici, mais c'est aussi ce qui démarque de certains AMA. Je sais que vous n'avez pas forcément l'habitude de certaines questions, mais c'est aussi notre... on a l'habitude. On est prêt à répondre à toutes les questions. Donc. Bah, écoute, avec plaisir, et puis on mettra les liens. Et puis ceux qui veulent un peu plus d'informations vous rejoindront sur les réseaux, et puis pourquoi pas sur un onglet live. Ou à la télé, oui, bien sûr. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci à vous, merci à votre communauté. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt avec des super updates, j'espère. Voilà. Yes, avec plaisir. Allez, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Salut.